Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors voilà, aujourd'hui je voulais vous présenter un tarot qui vient de sortir. C'est le tarot of Oppositions qu'on peut trouver chez Los Scarabeo. Alors moi j'ai la version multilingue, mais pour avoir la version française, il faut attendre, je pense, vers le mois de novembre pour pouvoir l'acquérir. Donc, c'est un tarot qui arrive dans une boîte en dur, qui est très jolie, qui est joliment faite. Voilà, donc on ouvre comme ceci. Hop, voilà. Donc tout autour, on a des illustrations du jeu. Voilà, très jolie boîte avec une carte de présentation et la carte du dessus. Hop, voilà. Alors c'est un jeu qui est très intéressant parce que quelque part c'est un jeu qui est coupé en deux, c'est-à-dire que l'on va avoir une partie, on va dire, plus positive et donc c'est l'inverse, là ici, une partie plus positive et plus négative. Mais je vais vous expliquer un petit peu le principe parce que c'est difficile d'avoir sur des cartes, suivant comment vous tirez les cartes. Si vous tirez les cartes endroit envers, si vous n'utilisez pas endroit envers, comment on peut faire? Donc on a un livret qui est assez, voilà, qui est épais, qui est en plusieurs langues, et donc on va retrouver une introduction qui nous dit qu'en fait le tarot des oppositions, ça nous sert à observer en fait les deux aspects différents de la carte, et ça n'a pas fonction de limiter en fait votre interprétation entre le positif et le négatif. Voilà, parce qu'il y a toujours un peu, voilà, c'est un peu comme le yin et le yang, il y a toujours quelque chose qui fait que, voilà, on peut trouver du positif dans quelque chose de négatif et inversement. Donc ici, on vous dit aussi qu'il faut s'intéresser à la limitation, c'est-à-dire à cet espace qu'on va retrouver entre les deux parties, parce qu'on va voir des objets, des symboles qui vont glisser dans l'autre partie de la carte. Voilà. Et du coup, ça va nous permettre aussi de travailler, on va dire, plus en profondeur, un petit peu les diverses interprétations de la carte du tarot. Donc, voilà, il faut un petit peu travailler les deux. Voilà, ils disent qu'en fait, cette séparation entre les cartes, c'est un peu une ligne liminale et qu'il faut être attentif à ce qui se passe de ces deux côtés de cette polarité. Après, on a un tirage de lumière et ombre. Donc, on a un tirage à 6 cartes avec voilà le passé, le problème, la ressource, le futur, ce qui grandit intérieurement, ce qui va vous faire grandir extérieurement, etc. On a un exemple de tirage et puis on va avoir la signification des arcanes avec une description pour les arcanes majeurs et donc le côté positif et le côté négatif. Et on va retrouver ça pour toutes les lames du tarot ainsi que les mineurs, sauf que les mineurs, on a juste le positif et le négatif. Voilà. Alors, bon, au niveau de la qualité des cartes, il n'y a rien à dire. C'est des cartes quand même épaisses. Voilà. Elles sont un peu glossy. Ça, c'est le dos. Donc, on a bien un dos réversible. Et donc, on va commencer par les arcanes majeures. Et vous allez voir que c'est très intéressant. Et voilà, je me suis dit, ça peut être un tarot qui a des multiples possibilités. Donc ici, nous avons pour commencer le fou. Voilà. Donc d'un côté, on a la représentation du fou qui est
on va dire, plus positif, c'est-à-dire qu'on a ce personnage qui a son baluchon et qui marche, qui n'est pas encore au bord du précipice, avec plutôt voilà, un ciel plutôt lumineux, une rose ici, et on va avoir le côté plus négatif, c'est-à-dire un fou qui est habillé un peu souillon, quoi. Et on voit très bien ici que le morceau ici est en train de s'effondrer, donc comme s'il allait tomber véritablement dans le vide. Et là, on a la présence d'un animal que je pense être une belette. Voilà. Donc on a ces deux aspects du fou, de la bonne aventure, et de l'autre côté, quelque chose où il y a trop de précipitation ou pas de préparation. Après, nous avons le magicien, donc on retrouve en position positive un magicien qui a, ben voilà, qui a les cartes en main, etc., avec les éléments. Et inversé, on va retrouver un magicien qui a plus l'air d'être un peu un manipulateur, puisqu'en plus des éléments qui sont comme brisés, cassés, tordus, on va retrouver des dés dans sa main, comme un peu le jeu du hasard, comme le côté illusionniste du magicien. Nous avons la grande prêtresse. Alors, le côté endroit, il est là. La grande prêtresse ici, qui est plus lumineuse, avec un regard lointain, qui est dans la réflexion, qui est dans l'intuition. Et là aussi, on a quelque part quelque chose qui est de l'ordre de l'intuition, mais j'ai l'impression que ici on retrouve un personnage un peu moins reluisant, voilà, un peu. Donc après, il va falloir travailler parce que c'est pas toujours tout positif et tout négatif de toute façon. Par exemple, si vous prenez l'impératrice, vous avez une impératrice ici qui est vraiment dans la lumière, dans le côté créatif, dans le côté création, la nature, avec toujours des petites références qu'on retrouve, c'est-à-dire la grenade, ici l'oiseau. Et par contre, quand on va retourner la carte, on va voir que c'est une impératrice qui vit dans un environnement qui est plutôt stérile, limite hostile, avec cet oiseau qui est attaché à une branche. Donc voilà. On a l'empereur. Donc là, c'est pareil, on a un empereur plutôt stable, lumineux, en partie supérieure. Et on a ici un empereur qui est plutôt déchu, qui porte, qui a du mal à soutenir son épée, et qui est aussi qui n'a pas l'air spécialement, voilà, hein, accompli et heureux. Le hiérophante. Donc en haut, on a plutôt un hiérophante qui est avenant, qui est souriant, dans la connaissance, dans le fait d'apprendre. Et de l'autre côté, on a un personnage qui a laissé tomber son sceptre sur les genoux, qui est dans la réflexion ou la rumination peut-être, voilà, qui a les mains croisées, à la différence du hiérophante plus lumineux. Donc c'est très intéressant parce qu'il y a vraiment des subtilités dans ce jeu qui sont bien traduites, je trouve, au niveau symbolique. Là, par exemple, nous avons les amoureux. Donc là, on a plutôt quelque chose de lumineux avec comme un ange qui viendrait vers le dessus, avec la représentation de la femme. Et là, ici, on a quelque chose qui viendra attaquer. On a comme une pieuvre, ouais, voilà. Ah oui, c'est la queue du serpent. Ouais, j'avais pas vu. Voilà, après nous avons donc le chariot toujours pareil, là on est plus dans
une énergie justement de conquérir, dans une énergie d'aller de l'avant, alors qu'ici on a plus quelque chose qui nous montre que déjà le personnage est attaqué par des épées, sa tenue est en lambeaux, on retrouve des lions qui sont plus terrifiants, et voilà, on n'est pas dans une atmosphère de conquête, mais plutôt voilà, hostile. Ici pareil avec la force, donc on a une force, on a un château au fond, on a un personnage qui tient la bouche du lion qui, voilà, qui est tranquille, le symbole de l'infini en haut et des papillons, donc on a tout le côté courage, etc. Et quand on retourne la carte, on voit que c'est un lion qui est amaigri, qui résiste et ne veut pas ouvrir sa gueule. Le château est en ruine, et toujours pareil, on a un environnement aride. L'ermite ici, donc là on a un ermite qui a ce côté de repli, mais de méditation, de recul sur soi, avec sa lanterne et une étoile dans le fond. Et quand on le retourne, on a un personnage plutôt grisâtre, limite effrayant, qui est, on dirait un petit peu qu'il lui ressemble à une statue de pierre, et on voit que sa lanterne n'est pas allumée, donc on a ce côté justement vraiment de repli sur soi, mais dans le sens négatif, dans le sens de s'isoler, et un isolement qui nous est pas porteur de choses positives. La roue de fortune, donc là toujours pareil, hein, un côté lumineux, un côté sombre. La justice, donc là on a une justice digne qui regarde droit devant elle, qui porte donc la balance et l'épée à sa main. Et lorsqu'on retourne cette justice, on a un personnage qui a laissé tomber son épée et sa balance, ainsi que sa couronne, et dont les yeux sont fermés, avec un sol qui se craquelle. Le pendu. Donc là, on a un pendu qui est plutôt souriant, qui est attaché mais qui n'a pas l'air de souffrir, avec un soleil au fond. Donc on est plutôt dans un pendu qui est dans la réflexion ou dans cette envie de voir le monde différemment, alors que lorsque l'on retourne, on voit un fou qui essaye de se débattre et se détacher, qui a l'air voilà, un petit peu de souffrir. Donc est-ce qu'on n'est pas sclérosé dans quelque chose qui fait que l'on ne s'en sort pas, on n'arrive pas à se détacher. La mort qui est très bien représentée, je trouve, puisqu'on a le côté de transformation dans le haut de la carte, avec cette mort qui annonce un renouveau, alors qu'ici on a une mort qui annonce vraiment une fin, avec ce paysage en hiver, avec cette faux, alors qu'ici on a un drapeau. La tempérance, avec ce personnage qui a donc cette cruche où l'eau coule, quelque chose de lumineux. Et de l'autre côté, on a un personnage qui a les yeux fermés, et de son vase sort comme de la poussière, du sable. Voilà. Le diable ici, avec peut-être des choses justement qui nous sont addictives mais qui nous sont positives pour nous. Et de l'autre côté, plutôt le fait d'être enchaîné à des addictions, ou ne pas arriver à se débarrasser, voilà, de certaines problématiques. La tour, donc là on est dans quelque chose où on voit cette tour, cette couronne, donc on a quand même cette notion de choc, de quelque chose d'intense, mais qui va être plus dans quelque chose qui va nous permettre de nous transformer positivement malgré le choc. Ça peut être un choc ça peut être un choc positif, hein. La tour, c'est quelque chose qui nous ébranle, mais ça peut nous ébranler voilà, hein, de façon positive, alors qu'ici on retrouve une tour enflammée qui se détruit. Donc là plutôt on est dans le côté sombre de la tour.
Nous avons l'étoile, voilà. Donc on retrouve l'étoile, l'eau qui coule, cette étoile qui, voilà, qui a l'air, qui a de la grâce avec ses fleurs autour. Je ne sais pas si c'est pas des lys. Et de l'autre côté, donc, on a ce personnage qui est dans cet environnement noir et on a l'impression que elle prend l'eau, mais elle ne l'a pas encore, elle ne l'a pas encore prise dans son vase. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là, un peu de cet espoir qui est pas encore là. Ici, nous retrouvons la lune. Donc, on a la présence d'un chien qui, je pense, est comme un labrador. On a aussi ici l'écrevisse. Et en fait, on voit dans le visage, je ne sais pas si vous allez voir parce que on voit pas trop. On a comme un visage qui est détendu, qui est, voilà, dans le côté de l'inconscient, côté des rêves, etc. Mais c'est plutôt positif. Alors que quand on retourne la carte, on a un personnage qui a l'air plutôt sombre et en colère. Et au lieu, on va retrouver ici un chien, mais qui est dans l'agressivité, qui n'est pas du tout dans... Voilà, avec toujours pareil, un environnement stérile. Le soleil ici, donc lumineux, voilà, super, tout va bien. Et en fait, quand on retourne, déjà on voit que ce petit enfant a l'air amaigri. Donc ça a un côté plus voilà, négatif. On voit que les tournesols ont fané, donc on s'est un petit peu brûlé les ailes. Et on a un soleil ici qui regarde sur le côté, qui ne regarde pas droit devant lui, à la différence d'ici, qui est un soleil souriant. Le jugement, donc on a cet ange qui fait comme de la une sorte de trompette avec comme un nouveau-né dans cette boule d'énergie. Et de l'autre côté, donc, quelque chose qui est beaucoup plus noir avec une énergie plutôt feu, plutôt vieux, plus voilà, avec une tête de mort à l'intérieur. Et pour finir, l'arcane majeur du monde où on retrouve ici, voilà, un personnage accompli, un personnage entouré de nature. Et ici, un personnage qui voit que le ciel qu'il a devant lui n'est pas très lumineux. Voilà. Après, voilà, il faut... Rien n'est tout négatif ou positif à chaque fois. Et maintenant, je vais regarder les arcanes mineurs. Je ne vais pas tout détailler, mais voilà, pour vous montrer. Donc, hop, je coupe en deux le paquet. Donc ici, on a la suite des coupes. Donc, on voit hein, une coupe qui se donne et à l'envers, une coupe qui se prend. Donc, on a les émotions et justement le fait de ne pas... voilà, d'être coincé à ce niveau-là. Le 2, donc là on a un couple, une rencontre, et à l'envers, comme une sorte de séparation ou de chemin qui ne se fait pas ensemble. Le 3, voilà, on a cet environnement plutôt seul et désolé. Le 4 de coupe, on a, mais il y a la gratitude quelque part dans son visage. Et ici, il n'y a plus rien. Le 5 de coupe, et à l'envers. Le 6, donc là on est dans le... Voilà, hein, dans le partage aussi. Souvenir. Et là, ici, on a cet enfant qui est tout seul. Le 7 de coupe. Donc là, on est plutôt en haut dans le monde des rêves, dans le monde des envies. Alors qu'ici, on est dans un monde plutôt d'angoisse, peut-être d'obsession ou d'illusion.
le 8 de coupe, un personnage qui part. Et de l'autre côté, il arrive avec une clé, on dirait à la main. Mais tout autour de lui, voilà, il est peut-être sur le point de partir. Le 9 de coupe, donc voilà, on a un côté abondance et un côté peut-être abondance, mais plutôt dirigé vers soi, donc un peu plus d'égoïsme. Le 10, avec ses coupes et ses fleurs et cette coccinelle. Et de l'autre côté, des coupes brisées. Le valet de coupe. Donc là, on a quelqu'un qui tend sa coupe, donc qui est dans le partage des émotions. Ici, on a un personnage qui garde les choses à lui, qui ramène sa coupe à lui. Le cavalier, qui la vide. Et là, qui célèbre. Une reine de coupe. Voyez, à chaque fois, il y a cette notion-là, je trouve. Le roi de coupe. Alors, nous passons au denier, toujours pareil. Hein. On a ses mains comme ça et ses deux côtés. Le 2, là, voilà, on jongle, mais bon, ça va, on tient le cap. Ici, voilà, ça part un peu en sucette. Le 3, donc on a le travail, voilà, ce côté travail, étude, et de l'autre côté, on a un environnement brisé, abandonné. Le 4, le pentacle. Donc le côté j'offre et le côté je garde pour moi, hein, ou je protège et je garde pour moi. Donc en fait, je trouve que c'est un jeu intéressant pour plusieurs raisons. C'est parce que quelque part, il nous permet aussi d'étudier un peu plus, enfin de façon différente, et en tout cas, il nous permet d'acquérir un peu plus de connaissances sur les différentes interprétations que l'on peut faire. Après, si vous n'êtes pas comme moi quelqu'un qui tire en droit et en vert, eh bien il suffit simplement lors de votre tirage, quand vous avez une carte contre et pour par exemple, et bien après à vous de les mettre dans le sens auquel appartient votre tirage. Mais je trouve que même au niveau psychologique, il est très intéressant au niveau des détails et des interprétations. Donc après, c'est vrai que bon, moi, ça me dérangeait pas de l'avoir en anglais, parce que c'est pas non plus très dur à traduire, il n'y a pas non plus des millions de choses à savoir. Mais il va sortir aussi en français. Donc, quelque part, voilà, peut-être que ce tarot vous intéressera. En tout cas, je trouve son approche nouvelle et personnellement plus aboutie que le vice-versa tarot, où déjà au niveau pratique, c'est pas super d'avoir des cartes où on n'a pas de dos finalement, donc on doit faire un peu à l'aveugle. Mais du coup, je trouve ici que voilà, c'est pas mal fait. Là, on a donc le cavalier hein, de pentacle. Et les explications dans le petit livret, j'ai un peu commencé à les traduire. Et c'est intelligent parce que c'est pas tout noir et tout... et voilà, tout noir et tout rose. Il y a vraiment ça fluctue. C'est pas du tout... voilà. C'est pas manichéen, quoi, comme interprétation. Il n'y a pas... voilà. Là, on est dans les bâtons, donc on voit hein, ce bout de bois qui commence à fleurir. Et là, par contre, au niveau créativité, au niveau... Voilà, ça ne fleurit pas. Donc, je finis par vous montrer les cartes parce qu'en fait, je vois que le temps passe. Donc, le 2 de bâton, ici. 2 de bâton. Alors, je crois que je l'ai... Voilà. Là, on a quelqu'un qui arrive à monter
et à partir, et là qui tombe. Ici on a un 3 de bâton, donc je pars à l'aventure, et là je me retrouve assis dans un monde plutôt sombre, et je ne sais pas vraiment où aller. Le 4 de bâton, donc célébration, et là on est dans les ruines. Le 5 de bâton, là on a un esprit plutôt de compétition avec des personnages qui sont un peu plus, on va dire, souriants. On est plus dans cet esprit de compétition, mais dans le côté, voilà, il n'y a pas d'animosité, alors qu'ici on a l'impression d'être dans un combat, dans quelque chose de beaucoup plus violent. Le 6 de bâton, on retrouve la couronne, parce qu'on retrouve beaucoup d'éléments du tarot, et là on a quelqu'un, mais plutôt voilà, égocentrique, et dans le côté apparence aussi, ou peut-être c'est une victoire personnelle, en tout cas c'est analysé. Le 7 de bâton, le 8, on a voilà ce personnage qui gambade, qui va vite, et là on a un personnage qui va vite mais peut-être un peu trop, et du coup tout se casse. Le 9 de bâton, on est dans une position, voilà, où on se défend, et ici on est dans une position passive, on n'est pas dans l'action, on attend de voir ce qui va se passer. Là ici on porte son fardeau, mais voilà, ça a l'air, on y arrive. Ici on est plutôt dans une scène où voilà, on tombe, on a les pieds qui sont tous bandés. Le page, le cavalier, à chaque fois on voit que la flamme pour le côté sombre n'est pas allumée. On a la reine, bâton. Mais il faut voir, parce qu'il y a des choses qui sont aussi, voilà, ici on est plus, il y a plus de séduction, on est dans le rouge, on est dans la passion, on est dans quelque chose de plus passionnel qu'ici, hein. Ici c'est plus, voilà, c'est plus gracieux. Le roi, et on passe aux épées. Le 2, pardon, ça a bougé. Le 3, donc là quelque part le 3 d'épée, où on a d'habitude dans le rider ce cœur transpercé, là on a quelque chose qui nous dit qu'on se libère peut-être d'une souffrance, qu'il y a quelque chose qu'on va arriver à bien gérer, à mieux gérer, on va dire, au niveau émotionnel. On est dans l'acceptation aussi, alors qu'ici on est vraiment dans la peur, dans le fait de se voiler les choses, dans le fait il y a un côté de souffrance avec cette épée, qui est aussi une épée un petit peu usée, voilà. Là on a le 4, donc on a le repos qui est représenté de ce côté-là, et là on a plutôt quelque chose qui nous tient au sol, quelque chose qui nous, voilà, qui nous assaille comme ça. Ici, donc le 5 d'épée, le 6, donc là voilà, on part vers un nouvel horizon, alors qu'ici il n'y a pas d'horizon. Le bateau est cassé, il n'y a pas d'eau. Voilà, ici le 7. Les épées sont attachées. Le 8. Le personnage a réussi à s'enfuir, mais pas là. Voilà. Le 9. Donc là, on arrive quelque part aussi à développer son intuition, à se libérer aussi de certains cauchemars, etc. Alors qu'ici, on est assailli par l'angoisse.
On est plus dans la méditation ici, dans la position des mains, alors qu'ici on est plus dans le fait de lutter vraiment contre quelque chose. Le 10 d'épée, on a quelqu'un qui est enfermé, certes, mais qui est confiant en tout cas, un peu plus confiant. De ce côté-là, on a un homme qui est carrément enseveli dans la glace, qui a le regard fixe. Voilà, je pense qu'il est très intéressant à étudier ce tarot. Le page, le cavalier, la reine d'épée, qui a laissé son épée, et on a le roi d'épée, qui a les yeux fermés. Voilà. Donc écoutez, voilà, je trouve que c'est un tarot très intéressant. Je pense que voilà, je pense qu'il est original aussi par sa composition. Je pense qu'on peut bien travailler même au niveau psychologique. Voilà, par exemple, vous pouvez dire à quelqu'un, vous prenez il prend une carte et on va lui demander quelle est la partie qui l'interpelle le plus ou qui l'impressionne le plus. Et à partir de là, travailler aussi sur les représentations que l'on a, faire voilà, de tout ce qui est un peu de psychologie narrative avec, c'est pas mal. Voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi, je le trouve super intéressant à étudier. Et bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.